Et donc, je vais reprendre. Les données ont été publiées donc par Santé publique France sur une enquête qui a été faite en 2022 et c'est une enquête qui est faite tous les ans, donc qui nous permet un petit peu de voir l'évolution des opinions vis-à-vis de la vaccination des Français. Et ce qu'on peut voir, c'est que il y a une augmentation des personnes qui sont favorables à la vaccination. 82,5% des Français sont favorables. Les facteurs qui sont associés à cette opinion favorable, c'est l'âge, le revenu et le niveau d'études. Et les personnes qui vivent seules ont moins d'opinions favorables à la vaccination. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'OMS fixe un objectif de vaccination de 95% de la population pour éviter la propagation des maladies infectieuses. Donc on a encore une petite marge de progression, mais ces données sont plutôt encourageantes. Donc, suite à ces données plutôt favorables, on a vu, donc ça s'est traduit en fait sur les couvertures vaccinales en France et notamment sur les dernières données de couverture vaccinale que nous avons, qui ont été publiées au 1er janvier 2023. On voit qu'il y a une augmentation de la couverture vaccinale des nourrissons et ça c'est depuis en fait la mise en place de l'obligation vaccinale et on voit qu'on a une progression de la couverture vaccinale pour le vaccin hexavalent pour atteindre du coup 92,9% pour les Pays de la Loire. En ce qui concerne la deuxième dose du ROR qui est évaluée en fait à l'âge de 33 mois, on a une augmentation aussi de la couverture vaccinale de 1 point pour atteindre donc une couverture vaccinale de doses de 88,1% dans les Pays de la Loire. Ça reste quand même en dessous des objectifs de couverture vaccinale qui sont de 95% obligatoires pour la rougeole pour éviter qu'il y ait une nouvelle épidémie de rougeole en France. Pour ce qui est des vaccinations, comme on dit, non obligatoires, on a aussi des bonnes nouvelles avec une augmentation des couvertures vaccinales chez les enfants et les adolescents pour ce qui est du rattrapage pour la vaccination méningocoque C, vous savez, qui se rattrape jusqu'à l'âge de 24 ans, avec une augmentation en fonction de la tranche d'âge qui est comprise entre 1 et 4%, pour atteindre entre 80% pour les enfants âgés de 5 à 9 ans jusqu'à à peu près 47% pour les enfants âgés de 15 à 19 ans. Une nouveauté 2024 qui vient de paraître. Donc, c'est une recommandation de la HAS qui date de mars 2024 et qui va être probablement traduite dans le calendrier vaccinal qui va sortir la semaine prochaine. C'est la recommandation de remplacer la vaccination méningocoque C par une vaccination donc tétravalente contre les méningocoques ACWY chez tous les nourrissons. Et donc, ça sera un schéma à 2 doses qui se fera à l'âge de 6 mois suivi d'une dose de rappel à l'âge de 12 mois. Et le vaccin qu'il faudra utiliser, ce sera le vaccin Nimenrix. Donc, ces recommandations ont été faites parce qu'il y a pratiquement plus de méningococques qui circulent. Et par contre, on voit une augmentation des autres sérogroupes, notamment du W et du Y, qui sont plus létales que les autres méningocoques. La HS recommande également aussi une dose de rappel à faire donc entre 11 et 14 ans, quel que soit le statut vaccinal des enfants auparavant, et de rattraper cette vaccination des adolescents chez les 15-24 ans qui n'auraient été pas vaccinés entre 11 et 14 ans. Et pour cette vaccination de rattrapage, on pourra utiliser donc soit le Nimenrix, soit le Menveo, soit le Menquatfi. Enfin, en ce qui concerne toujours les méningocoques, vous savez qu'on vaccine aussi depuis juin 2022 les nourrissons contre le méningocoque B, avec une vaccination qui se fait à 3 mois, 5 mois et 12 mois. C'était une vaccination qui était jusqu'alors non obligatoire. On avait plutôt une bonne couverture vaccinale qui atteignait 48,8% en France, mais cette couverture vaccinale reste insuffisante pour protéger les nourrissons de moins de 1 an, et qui sont particulièrement touchés par le méningocoque B, qui reste quand même le sérogroupe le plus important pour les méningocoques en France. Et donc, la nouveauté 2024, c'est que cette vaccination va être rendue obligatoire chez les nourrissons de moins de 12 mois, avec toujours le même schéma à M3, M5 et M12, avec un rattrapage jusqu'à 2 ans. Et pour l'instant, la HAS ne recommande pas d'élargir cette vaccination à tous les adolescents, mais on pourra la proposer aux adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans qui souhaitent se faire vacciner. Et a priori, cette vaccination sera prise en charge par la CPAM, mais on attend la traduction dans le calendrier vaccinal.
Pour ce qui est du papillomavirus, donc on a aussi des points qui sont positifs avec une augmentation de la couverture vaccinale HPV. Donc ça, c'était avant la mise en place de la campagne de vaccination dans les collèges. On avait vu une augmentation de 4 points de la couverture vaccinale 2 doses chez les jeunes filles, ce qui faisait atteindre une couverture vaccinale de 52,8% dans les Pays de la Loire. Mais ça restait bien en dessous des objectifs, 60% en 2023 et 80% en 2030. Et il y avait une stagnation aussi de la primo-vaccination chez les jeunes filles. Et chez les jeunes garçons, cette vaccination qui a été quand même introduite en 2021 avait du mal à prendre. Vous voyez que dans les Pays de la Loire, on n'était qu'à 12,6% pour la deuxième dose à l'âge de 16 ans. Vous savez qu'il y a une campagne de vaccination qui a été mise en place dans les collèges en classe de cinquième. Et je vais vous délivrer un petit peu les premiers chiffres de cette vaccination. Donc ça, c'était pour la première dose. C'est les chiffres suite à la campagne de vaccination pour la première dose dans les collèges. Et vous voyez que en Sarthe, du coup, il y a 1388 élèves qui ont été vaccinés dans 58 collèges, soit à peu près presque 26% des élèves de cinquième. Donc ce qui sont des très bons chiffres. On voit qu'il y avait un petit peu plus de garçons que de filles et la majorité étaient des premières doses, donc des enfants qui n'avaient pas encore été vaccinés. Et on est plutôt un département où cette vaccination s'est plutôt très bien déroulée. Et une nouveauté pour cette année, c'est que bah, cette campagne va être poursuivie pour l'année prochaine. Enfin, bah, on a quand même des petites choses qui sont moins bonnes que toutes les bonnes nouvelles que je viens de vous donner, notamment pour la couverture vaccinale contre la grippe. Vous voyez, donc en 2022-2023, elle était insuffisante avec une couverture vaccinale qui n'était que de 59,5% chez les plus de 65 ans qui sont ciblés par la vaccination de par leur âge. Et pour ceux qui étaient ciblés simplement par leur facteur de risque et qui avaient donc moins de 65 ans, elle n'était que de 32,7%, alors que l'objectif est quand même de protéger 75% des personnes à risque en les vaccinant. Pour ce qui est des premières estimations pour la campagne de vaccination 2023-2024, eh ben, on voit que les couvertures vaccinales étaient inférieures à celles de l'année précédente, avec seulement 45,9% de couverture vaccinale chez les personnes ciblées, 52,7% pour les plus de 65 ans et uniquement 24,5% chez les moins de 65 ans qui étaient avec des facteurs de risque de grippe sévère. Hélène, est-ce que tu peux nous rappeler quelles sont les modalités de prise en charge des vaccins? Tout à fait. Alors, les vaccins sont remboursés par l'assurance maladie, évidemment sur prescription médicale, le plus souvent à hauteur de 65%, avec une partie restante prise en charge par la mutuelle si la personne, évidemment, a souscrit une complémentaire santé. Donc, ça fait partie des choses aussi que vous pouvez, enfin, des questions que vous pouvez poser, hein, vérifier que vos patients ont bien une complémentaire santé. On sait qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, de tous en tout cas. Et parmi eux, hein, selon les âges et les situations médicales, certains vaccins peuvent être pris en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est par exemple le cas des ALD. Et l'injection, quant à elle, est prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions habituelles pour le patient. Voilà le petit mémo prise en charge vaccin. On voulait également vous faire un zoom sur une prise en charge du vaccin HPV par la Ligue contre le cancer. Sachez qu'il y a une convention qui a été mise en place, notamment avec les pharmaciens et la Ligue contre le cancer, qui permet une prise en charge du montant de la part non couverte par les organismes de santé lors de l'achat du vaccin HPV. À ce moment-là, dans la procédure, les pharmaciens établissent une facture subrogative. Ils avancent la part non couverte aux bénéficiaires du dispositif et la somme est ensuite remboursée aux pharmaciens directement par le comité départemental de la Ligue contre le cancer sur présentation de justificatifs. Peuvent en bénéficier, alors à l'époque, c'était uniquement les filles âgées de 14 à 23 ans. Maintenant que les garçons sont concernés, c'est également le cas pour les garçons, dès lors qu'ils ne disposent pas de couverture complémentaire santé. Et un petit rappel, hein, un petit zoom là, sur une nouveauté, hein, l'Académie nationale de médecine recommande d'étendre et d'encourager la vaccination HPV en population générale jusqu'à 26 ans pour permettre d'éliminer plus certainement et rapidement les cancers et maladies liées aux HPV. Et ça, c'est un communiqué qui date du 29 janvier 2024. Voilà pour cette prise en charge par la Ligue. Pour ceux qui ne connaissaient pas, sachez que ça existe.
Alors, un petit rappel à la loi. Qu'en est-il? On sait qu'il y a eu une extension des compétences pour certains professionnels de santé. Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est, s'il te plaît? Alors effectivement, il y a un arrêté ministériel du 8 août 2023 qui a fait une extension des droits de vaccination, des droits de prescription de vaccination et notamment une extension des compétences des sages-femmes qui sont désormais autorisées à prescrire et administrer tous les vaccins à toutes les personnes, hormis les vaccins vivants atténués chez les immunodéprimés. De la même façon, il y a le même arrêté ministériel du 8 août 2023 qui permet l'extension des compétences des pharmaciens qui sont autorisés à prescrire et à administrer tous les vaccins, mais seulement chez les plus de 11 ans révolus, sauf là aussi pour les vaccins vivants chez les immunodéprimés. L'arrêté ministériel du 8 août 2023 permet aussi l'extension des compétences des infirmières qui sont autorisées à prescrire et à administrer tous les vaccins chez les plus de 11 ans, toujours là aussi, sauf pour les vaccins vivants chez les immunodéprimés. Et les infirmiers ont toujours la possibilité d'administrer sur prescription médicale tous les vaccins à tout âge. Alors, Sophie, quelles conditions pour les nouveaux prescripteurs? Est-ce que tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que ça change? Donc, les nouveaux prescripteurs doivent bien sûr toujours tracer les vaccinations, c'est hyper important. Et puis tracer et déclarer s'ils ont des effets indésirables auprès de la l'ANSM. Donc on vous a mis deux liens pour pouvoir accéder au site de la l'ANSM pour déclarer ces événements indésirables. Et c'est sous condition d'une formation pour les IDE et les pharmaciens. Donc là, vous avez l'arrêté qui fixe les conditions techniques et les objectifs pédagogiques de cette formation. Donc il faut savoir que les pharmaciens doivent suivre une formation pour ce qui est donc l'administration et la prescription des vaccins. Les infirmières, elles, ont déjà eu une formation dans leur formation initiale sur l'administration des vaccins. Elles ne doivent suivre que la formation sur la prescription des vaccins. Et si je ne me trompe pas, elles doivent bien sûr déclarer auprès de l'ordre qu'elles ont suivi cette formation pour pouvoir avoir cette activité de prescription. Et c'est la même chose pour les pharmaciens. Oui, c'est ça. Les pharmaciens et les infirmiers sont obligés de déclarer à l'ordre en fournissant leur attestation de formation et il est conseillé aussi d'informer les assurances de responsabilité professionnelle de cette nouvelle activité. Alors, on a vu, docteur Bianchi, que souvent dans le nouvel arrêté, il y avait l'impossibilité de prescrire un vaccin vivant atténué à une personne immunodéprimée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est très important. Les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués chez les immunodéprimés parce qu'en fait, dans les vaccins vivants atténués, l'antigène vaccinal, c'est un agent infectieux entier qui est vivant, hein, du coup, mais qui est rendu non pathogène par un mécanisme d'atténuation qui est différent selon les vaccins. Et en fait, le principe de ces vaccins, c'est qu'ils vont reproduire une mini-infection, une infection à minima, et qui vont permettre par contre d'induire une protection immunitaire qui va être proche de celle qui va faire suite à une infection naturelle. Ça va être une protection qui va être très rapide et durable dans le temps. Mais si on injecte ce type de vaccin à un immunodéprimé, il ne pourra pas contrôler le virus vaccinal et il risque de faire ce qu'on appelle une maladie vaccinale. C'est vraiment une contre-indication complète. Et ce sont des vaccins également qui sont déconseillés pendant la grossesse parce qu'il y a un risque théorique de transmission du virus ou de la bactérie au fœtus. Et la plupart de ces vaccins, bon, quand même, s'ils sont réalisés par mégarde chez une femme enceinte, bah, il faut prévenir le gynéco et puis le médecin qui suit cette femme enceinte, mais souvent, ça ne justifie pas une interruption de grossesse. Donc, on vous a remis un petit tableau juste à côté qui reprend tous les vaccins vivants atténués. Vous voyez, il y a des vaccins vivants viraux qui sont la dengue, la fièvre jaune, la rougeole, oreillon, rubéole, le vaccin pour le rotavirus qui c'est par voie orale, le vaccin pour la poliomyélite orale que l'on n'a pas en France, le vaccin pour la varicelle, l'ancien vaccin pour le zona qui était le Zostavax, mais qui sera plus commercialisé à partir de juin 2024, et le vaccin contre la grippe saisonnière par voie nasale. Et les vaccins vivants bactériens, bah, c'est le BCG. Nous allons
nous allons maintenant vous proposer de jouer avec nous afin de tester vos connaissances. Là, on a pas mal parlé, ça va être à vous de nous dire ce que vous en savez. Donc, des questions vont vous être posées sous forme de sondage, elles apparaîtront à l'écran et ce sera à vous d'y répondre. Et ensuite, on vous apportera un éclairage sur le sujet en lien avec la question posée. C'est parti. Alors, est-ce que c'est possible de réaliser tous les vaccins par voie sous-cutanée? Alors, on voit qu'il y a débat entre les oui et les non, là. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, Sophie, qu'est-ce qu'il en est? C'est plutôt oui ou plutôt non? Donc c'est plutôt non, tous les vaccins ne peuvent pas être réalisés par voie sous-cutanée. Il y a donc certains vaccins qu'on peut faire par voie sous-cutanée, ce sont les vaccins vivants, viraux du coup. Les vaccins inertes doivent plutôt être réalisés par voie intramusculaire, pour des problèmes de tolérance, notamment quand ce sont des vaccins qui sont adjuvantés, parce que si on les fait par voie sous-cutanée, on aura une réaction locale qui sera beaucoup plus importante, et aussi des problèmes d'efficacité. Les vaccins sont plus efficaces, en tout cas les vaccins inertes adjuvantés, si ils sont administrés par voie intramusculaire. Un vaccin se fait par voie intradermique, c'est le BCG. Et certains vaccins se font aussi par voie nasale, notamment le vaccin pour la grippe saisonnière qui peut se faire chez les enfants qui sont âgés de 24 mois à 18 ans. Et il y a d'autres vaccins aussi qu'on peut faire par voie orale, et notamment le vaccin contre le rotavirus. Mais alors, on voit, docteur Blanqui, qu'on ne peut pas faire tous les vaccins à tout le monde. Donc, quelles sont réellement les contre-indications pour quel vaccin? Alors, il y a pour les vaccins des contre-indications qu'on dit temporaires, et bien sûr, il ne faut pas administrer un vaccin à quelqu'un qui fait une infection aiguë, et notamment quand il a de la fièvre, ou même en phase aiguë d'une maladie, notamment en phase aiguë d'un infarctus du myocarde. On ne va pas faire un vaccin à un patient, pas pour des problèmes de tolérance, mais plutôt parce que les vaccins peuvent être moins efficaces quand on a une infection aiguë ou une maladie aiguë. Par contre, le fait d'être sous antibiothérapie, si je n'ai plus de fièvre, n'est pas une contre-indication à réaliser un vaccin. Nous, régulièrement, dans le service de maladies infectieuses, on fait des vaccins à des patients qui vont beaucoup mieux vis-à-vis de leur infection et qui sont encore sous antibiothérapie. Et c'est important de ne pas décaler trop les vaccins, parce qu'on voit que les enfants aussi peuvent prendre pas mal de retard, notamment si on décale trop les vaccins quand ils sont sous traitement pour des infections dans l'enfance. Pour ce qui est des vaccins vivants atténués, ben, on vient de voir les contre-indications, donc qui sont l'immunodépression et la grossesse. Enfin, pour tous les vaccins, ben, les contre-indications formelles, c'est l'hypersensibilité, c'est-à-dire l'allergie grave à l'un des composants du vaccin. Et enfin, pour chaque vaccin, il peut y avoir des contre-indications spécifiques, et il faut alors se référer au résumé caractéristique produit, qui est la RCP du produit, qui est consultable sur sur le Vidal, pardon. Enfin, une contre-indication à laquelle on pense moins, c'est le refus du patient. On ne va pas l'obliger à se faire vacciner, l'attacher pour pouvoir lui faire le vaccin, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez une newsletter qui a été faite par l'ARS Pays de la Loire, auquel on a participé, que je vous ai mis du coup en lien juste en dessous, et qui vous rappelle bien donc les contre-indications vaccinales. Alors, quand on a un patient qui refuse un vaccin, quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour essayer de lever les freins et peut-être de le convaincre à se faire vacciner?
Alors, on a quand même pris l'habitude, hein, depuis le Covid et les vaccinations anti-grippe, d'échanger régulièrement avec les patients qui nous interrogent sur l'intérêt de la vaccination, qui vont même jusqu'à nous demander est-ce que je dois le faire ou pas. L'important surtout, c'est de rappeler le principe de la vaccination, de vraiment prendre le temps de comprendre pourquoi éventuellement il y a un refus et de pouvoir échanger avec le patient sur les causes de ce refus et vraiment ses freins. Donc, s'appuyer sur la connaissance de son patient et de son environnement familial, et puis surtout d'essayer d'aborder l'intérêt personnel et familial pour ce patient. On peut par exemple s'appuyer sur des exemples de la vaccination d'un enfant contre la grippe pour protéger les grands-parents. Et on sait à quel point les enfants sont attachés aux grands-pères et grands-mères, donc qui peuvent être atteints d'un cancer et qui sont particulièrement fragilisés à ce moment-là. Donc, s'appuyer aussi sur les pourcentages de risque de pathologie en cas de non-vaccination. Donc, on peut citer quelques chiffres et vous en retrouverez beaucoup, notamment sur le site qu'on vous a mis en dessous d'Infovac, avec tout un onglet hésitation vaccinale sur lequel vous retrouverez tous les arguments. Alors, Stéphanie, est-ce que pour les infirmières et puis pour tous les gens qui vaccinent, est-ce qu'il y a des précautions particulières avant de commencer une activité de vaccination? Alors oui, bien sûr, quand même, il y a des précautions particulières qu'on prend en amont de la vaccination. Déjà, on va quand même vérifier que le patient, il a bien un schéma vaccinal qu'on doit compléter ou qu'il est éligible. Mais on doit aussi, pour nous professionnels dans nos cabinets, avoir une trousse de vaccination minimale avec un nécessaire qui est à minima une seringue d'adrénaline en cas de choc anaphylactique. Et pour ça, je rappelle notamment aux infirmiers qu'ils peuvent se faire une autoprescription en fait à titre professionnel en mettant bien sur l'ordonnance que c'est pour l'usage du cabinet. Par contre, ça n'est pas pris en charge, hein, ça passe sur les frais professionnels. Il faut savoir quand même que la durée moyenne de péremption d'une ampoule d'adrénaline, c'est 2 ans. Donc, soit c'est sous forme de stylo, mais pour les infirmiers et pharmaciens qui éventuellement vaccineraient les enfants, on peut aussi passer sur des ampoules d'adrénaline qui permettent d'avoir des dosages en fonction du poids. Donc, il faut un tensiomètre, un désinfectant du coton, un petit pansement quand même pour éviter s'il y a une petite perle de sang, et puis vérifier qu'on a des carnets de vaccination, parce que les patients les ont parfois perdus, et on peut les obtenir sur Santé publique France. Et voilà, par contre, il faut absolument tracer, on a une obligation de tracer l'acte de vaccination, soit dans le carnet de vaccination, soit sur un lien vers mesvaccins.net, si l'accès, ou vers mon espace santé. Et Alors, juste pour justement, rappel sur l'adrénaline, juste pour que j'oublie, bien sûr, les injections d'adrénaline ne se font que sur prescription médicale une fois qu'on est en lien avec le médecin du SAMU en cas d'urgence. alors Stéphanie vient de rappeler l'importance de tracer sa vaccination et peu de gens le font actuellement. Donc, un petit zoom sur Mon Espace Santé, hein, qui est un service gratuit activable en quelques clics proposé par l'assurance maladie. Avec des avantages quand même qui doivent simplifier la vie et des professionnels de santé et du tout public. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? On y retrouve en effet le DMP, hein, le dossier médical. C'est une rubrique qui comprend en fait l'historique qui est repris, hein, pour les anciens utilisateurs. Il permet donc d'alimenter ou de consulter donc par l'usager son profil médical, ses antécédents médicaux, ses vaccinations, ses allergies, ses mesures de santé, mais il permet aussi d'être consulté et alimenté, eh bien, par vous-même, messieurs, dames, tous les professionnels de santé, mais aussi par les usagers, hein. Donc, on peut y retrouver des ordonnances, les comptes rendus d'hospitalisation, les biologies. Donc ça, c'est important pour le suivi de sa santé. On y trouve également une messagerie, hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir recevoir en toute sécurité des informations si besoin, qui sont des infos personnelles sécurisées en provenance des équipes de soins par le biais de cette messagerie de sécurisée. Et on y trouve également, les gens ne le savent pas encore très bien, un catalogue de services avec 4 familles de services et d'applications, hein, notamment sur l'accès aux soins et la prise de rendez-vous, sur le suivi de ces pathologies et sur les traitements et notamment là, des vaccins, les suivis pré- et post-hospitaliers et aussi les consultations de suivi généraliste, prévention et bien-être. Et très prochainement, les assurés pourront aussi avoir accès à un agenda qui leur rappellera leurs événements, leurs dates de rendez-vous. Voilà, ce sera fonctionnel bientôt.
Un petit zoom également sur bah, voilà, ce qu'on peut saisir en termes de vaccination, hein. Donc, dans le DMP, le professionnel de santé, donc là, l'idée, ça va être de compléter la partie profil médical. On va y venir sur la diapo suivante. Vous verrez concrètement à quoi ça ressemble pour ceux qui ne le connaissent pas, avec une rubrique vaccination dans mon espace santé du patient, ou alors par le patient lui-même qui peut saisir ces informations, hein, validées par un professionnel de santé pour accéder au DMP, en vérifiant les éléments saisis pour que les patients n'y mettent pas n'importe quoi. Donc, pour rappel, dans le cadre de la saisie, hein, ce qui est important, il y a des items obligatoires, notamment la date de vaccination, le nom du vaccin, le numéro de lot du vaccin, ce qu'on pouvait y mettre, hein, sur le carnet de santé classique, en fait, on le retrouve sur le DMP, avec des logiciels métiers qui sont DMP compatibles et qui doivent le prévoir. Voilà, il n'y a pas de restriction pour les spécialités DPS pour saisir une vaccination. Alors, si vous n'y avez jamais, enfin, si vous ne l'avez pas découvert, il y a un tuto qui existe, on vous a mis le lien, qui explique comment ajouter, modifier ou valider une vaccination. Là, l'idée, ce sera d'aller cliquer pour le vérifier, on vous enverra tous ces éléments-là. Et concrètement, bah, si on fait un zoom, sur la diapo là, que vous voyez, ça permet d'avoir la vision à gauche du professionnel de santé, hein. Donc, on y rappelle les éléments que je viens de vous donner, hein, pour saisir la vaccination réalisée dans le logiciel métier. Et à droite, la vision patient. Alors, Stéphanie, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu l'utilises? Et si oui, bah, pourquoi faire? Est-ce que tu as des exemples à nous donner pour illustrer l'utilisation du DMP? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un logiciel métier qui est déjà compatible DMP. Donc, en fait, j'ai juste un petit onglet à cliquer et j'ai accès au DMP du patient. Donc, par curiosité, je suis allée voir et en fait, je suis tombée un peu sur une mine d'or, puisqu'en fait, l'hôpital notamment incrémente de façon automatique dans les dossiers DMP des patients. Donc, les patients ne savent même pas qu'ils ont un DMP et pourtant, on y trouve déjà des documents. Donc, on va y trouver, moi, j'y trouve des comptes rendus opératoires. Donc, des fois, ça m'aide à retrouver des antécédents sur des patients, à recomprendre ce qui s'est passé dans le séjour à l'hôpital. On y trouve toutes les ordonnances qui ont été éditées à la sortie de l'hospitalisation et parfois sur la petite enveloppe marron qui a été perdue dans l'ambulance. Eh ben, au lieu de rappeler un secrétariat pour se les faire envoyer, ben, je peux y avoir directement accès et je peux avoir l'ordonnance qui a été perdue. On y retrouve les résultats de la biologie, donc ça peut être intéressant. Et en termes de ce que moi j'y mets, en tout cas en tant qu'infirmière, moi j'y ai rentré les vaccinations anti-grippe cette année à titre d'exercice. Une fois qu'on est familiarisé avec l'outil, c'est vraiment quelques clics. Ça prend pas 5 minutes pour rentrer un vaccin, ça prend quelques secondes. On peut même rentrer les vaccins qui ont été faits par nos remplaçants qui, eux, n'ont pas accès au DMP puisque c'est sécurisé avec nos cartes CPS. Et on peut rentrer la vaccination en mettant le nom d'un vaccinateur, quand bien même c'est nous qui allons le saisir. Donc voilà, vraiment, j'invite les professionnels de santé qui ont des logiciels qui sont compatibles à aller voir sur un dossier patient ce qu'ils y trouvent. Et souvent, on est assez surpris. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore équipés, il n'y en a pas beaucoup. Sachez que vous pouvez contacter les délégués numériques en santé de la caisse primaire, hein. On vous a mis dans la diapo suivante une adresse mail pour les contacter, mais vous devez les connaître certainement. Et on vous a mis en termes de ressources aussi des infos sur mon espace santé avec l'info générale du Ségur et puis après par profession. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à vous faire accompagner par vos délégués numériques en santé de la caisse primaire de la Sarthe. Alors, on voulait également vous faire un petit zoom sur les ressources, parce qu'on sait aussi que les professionnels de santé aiment bien avoir des ressources, bah, soit pour vous-même, hein, pour vous documenter, vous informer, mais également pour vos patients. Sophie, est-ce que tu peux nous en parler, nous faire un petit topo sur aujourd'hui l'existant de la doc qui te paraît intéressante? Bien sûr, du coup, donc il y a un site qui est très intéressant qui est mesvaccins.net. Je pense que vous commencez probablement à être familiarisé aussi avec ce site-là. Et en fait, c'est plus qu'un site internet avec des informations, c'est aussi un site qui héberge ce qu'on appelle le carnet de vaccination numérique. Donc, c'est aussi une manière de tracer les vaccins sous forme vraiment d'un carnet dématérialisé, en fait, qui est numérique et qui permet de tracer cette vaccination. Et en plus d'être simplement un outil de traçage de vaccination, c'est aussi un outil de diagnostic, on va dire, entre guillemets, parce que il peut vous envoyer des rappels
pour vous dire, bah, vous avez votre rappel des 25 ans à faire et vous pouvez rentrer aussi votre profil médical dans ce site-là. Et en fonction de vos pathologies, vous aurez des conseils vraiment personnalisés pour adapter au mieux en fait votre carnet de vaccination. Et vous avez aussi, pour ce qui est des professionnels, vous avez tout aussi des newsletters en fait avec des actualités en cas d'épidémie, de nouvelles recommandations, et vous pouvez vous tenir à jour de toutes les actualités vaccinales grâce à ce site-là. Ensuite, il y a des outils qui sont faits et réédités régulièrement par Santé publique France qui sont très intéressants, donc à destination du grand public. Et donc, vous pouvez les commander. On vous a mis le lien après pour vos commandes de documentation. Donc, vous pouvez mettre à disposition des patients dans les salles d'attente ou les donner directement aux patients quand ils sont un petit peu réticents vis-à-vis de certaines vaccinations. Vous avez aussi les petites cartes postales vaccination qui sont à glisser dans les carnets de santé ou à remettre aux patients pour bien qu'ils pensent à leur rappel de vaccination. Et vous pouvez aussi commander, ce qu'on disait, des carnets de vaccination vierges si les personnes n'ont pas de carnet de vaccination. Et en plus, c'est rapide, c'est-à-dire que moi, j'en ai commandé il n'y a pas très longtemps. Ils nous en envoient un certain volume. On n'est pas tout le temps en train d'en recommander et l'envoi est rapide. Oui, ça se passe plutôt très très bien. Et donc on vous a mis, vous pourrez retrouver ça après la présentation, le lien pour vous inscrire et pour pouvoir faire vos commandes sur le site de Santé publique France. Alors, on va vous proposer maintenant de faire un zoom sur deux cas cliniques que vous pourriez être à même de rencontrer. Peut-être que vous les avez déjà rencontrés. Et puis, on va vous apporter des réponses sur finalement que faire dans ces situations. Alors, cas clinique numéro un. Alors, le cas clinique numéro un est probablement une situation auquel vous avez presque tous été confrontés, je pense, du coup. C'est donc une dame qui a 85 ans et pour laquelle on intervient à son domicile donc, le 3 avril 2024 pour réaliser donc, un pansement pour un mal perforant plantaire chez cette patiente qui est diabétique et hypertendue. J'ai posé la question à Stéphanie, donc en tant qu'infirmière intervenant au domicile de cette patiente, est-ce que vous profitez de ce rendez-vous pour évoquer avec elle la vaccination? Alors oui, parce que d'abord, moi j'ai la chance d'avoir fait la formation vaccination, donc ça devient quand même plus un réflexe. Donc effectivement, le premier auquel je vais penser à aller vérifier, c'est le DT polio. Donc mon logiciel va me permettre d'aller vérifier quand même dans son carnet vaccinal DMP si éventuellement le médecin n'a pas déjà renseigné une vaccination, si la dame n'a pas de carnet de vaccination. Mais quand même, le rappel du DT polio, c'est effectivement le premier vaccin auquel je vais penser. Par contre, il me semble, docteur Bianchi, qu'il y a aussi une nouvelle campagne de vaccination pour le Covid qui est en cours au printemps et qui ne sera pas seulement pour attendre en même temps que la grippe au mois d'octobre, c'est ça? De vaccination contre la Covid printanière qui va commencer donc à partir enfin qui a commencé du coup à partir du 15 avril 2024 et donc qui a commencé hier et qui va durer jusqu'au 16 juin 2024 et qui va cibler donc les personnes les plus à risque de faire une infection grave avec la Covid. Donc ce sont les personnes de plus de 80 ans, donc comme cette dame qui avait 85 ans, ainsi que tous les résidents en EHPAD et USLD et les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge. Voilà, et donc cette campagne pourra être prolongée jusqu'au 15 juillet si la situation épidémiologique le justifie. Et Est-ce qu'il y a d'autres vaccinations auxquelles on pourrait penser pour une dame de 85 ans diabétique? bah, bien sûr, la vaccination contre la grippe saisonnière aussi, du coup, qui, elle, se fera à l'automne. Voilà. Et il y a aussi d'autres vaccinations donc chez les personnes qui sont notamment diabétiques. Et vous savez que le diabète, à partir du moment où il n'est pas contrôlé par le régime seul, est une indication à réaliser une vaccination contre le pneumocoque. Et donc, je vais passer assez rapidement sur cette diapositive. Vous savez que le schéma qui était recommandé jusqu'à maintenant, c'était un schéma avec deux vaccins,
un vaccin donc polysaccharidique conjugué qui était le Prevnar 13, qui était le premier vaccin qu'on faisait. Et 2 mois plus tard, on faisait donc un vaccin polysaccharidique 23 valent qui était le Pneumovax avec un rappel à 5 ans. Mais je passe très rapidement parce que vous voyez que ce schéma ne va plus être recommandé, et notamment parce que c'était un schéma qui était compliqué et qu'on avait des données qui montraient que seulement pratiquement moins de 2% des patients diabétiques avaient un schéma correct. Et donc, grâce à la sortie d'un nouveau vaccin, qui est le vaccin polysaccharidique conjugué 20 valent, donc qui s'appelle maintenant le Prevnar 20, on va donc simplifier ce schéma parce que ce schéma va être complètement remplacé par une seule injection de Prevnar 20. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est chez les personnes qui auront déjà reçu des schémas antérieurs, et notamment les personnes qui ont reçu soit un Pneumovax, soit un Prevnar 13, eh ben, il faudra attendre 1 an avant de leur faire un Prevnar 20. Et pour les personnes qui auront déjà eu la séquence de vaccination Prevnar 13, puis 2 mois plus tard Pneumovax, eh ben, on attendra 5 ans avant de leur faire le Prevnar 20. Et il y a également aussi une nouveauté et qui est la mise à disposition d'un nouveau vaccin contre le Zona. Avant, nous avions un vaccin vivant atténué qui était le Zostavax, qui ne sera plus commercialisé, comme je vous l'ai dit précédemment, à partir de juin 2024. Et ce vaccin va être remplacé donc par le vaccin Shingrix, qui est un vaccin recombinant adjuvanté. Et donc la HAS a positionné donc ce vaccin pour tous les adultes donc immunocompétents dès l'âge de 65 ans, et sans limite d'âge. Et il recommande aussi une vaccination contre le zona avec ce vaccin-là chez les personnes de plus de 18 ans qui sont immunodéprimées. Donc le délai après un antécédent de zona ou une vaccination préalable avec le Zostavax sera de 1 an. Chez les immunodéprimés, il faudra faire ce schéma vaccinal au moins 14 jours avant de débuter un traitement immunosuppresseur si c'est possible. Et en fait, ce vaccin devra se faire en 2 doses, normalement à 2 mois d'intervalle. Mais chez les immunodéprimés, si on a besoin de les vacciner plus rapidement, on pourra raccourcir ce délai à 1 mois. Et si on est face à un immunodéprimé qui vient de faire un épisode de zona, on peut ne pas attendre une année après le zona, mais vacciner ces personnes-là le plus vite possible et dès la cicatrisation du zona, car ils sont à risque d'en refaire un rapidement. Alors, on peut passer à un deuxième cas clinique. Et c'est un deuxième cas clinique qui prend en compte donc une maman qui amène donc un adolescent pour une prise de sang. Et cette prise de sang a été prescrite par un médecin traitant suite à une grande fatigue. Alors, je pense que c'est le moment d'échanger avec lui sur ses vaccinations. Et en tant qu'infirmière qui va faire le prélèvement de cet adolescent, quelle vaccination pouvez-vous aborder? Donc, je vais poser la question à Stéphanie, du coup. Alors sur un adolescent de 15 ans, là, c'est-à-dire qu'il n'aura pas bénéficié de la campagne de vaccination qui était réservée aux élèves de cinquième dans les collèges. Donc on peut quand même vérifier d'ores et déjà avec lui qu'il a bien son schéma d'HPV et qu'il est sensibilisé à cette vaccination. Et puis, on a vu dans la première partie du webinaire le méningocoque, peut-être qui effectivement peut s'adresser à ce patient, puisque on a dit tout à l'heure que ça pouvait être refait à partir de 14 ans, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Du coup, donc lui il pourra bénéficier donc d'une vaccination contre les méningocoques ACWY, donc le tétravalent, et aussi on pourra lui proposer donc de se faire vacciner contre le méningocoque B vu qu'il a 15 ans. Et enfin, moi, je voulais faire un petit point aussi sur la vérification du statut vaccinal, notamment quand on a des adolescents, il faut absolument vérifier. Et je ne sais pas si vous avez été destinataire aussi du DGS urgent qu'on a tous reçu là début avril, qui nous amène à vérifier le statut vaccinal vis-à-vis de la rougeole. Et donc, vous savez que pour la rougeole, la recommandation, c'est que toutes les personnes qui sont nées après 1980, quels que soient leurs antécédents vis-à-vis des 3 maladies, doivent avoir reçu 2 doses de vaccin ROR avec un intervalle minimum entre les 2 doses de 1 mois. Ça, c'est valable si la vaccination est débutée après l'âge de 1 an ou à 12 mois la première dose, du coup.
Par contre, si des enfants ont reçu leur première dose de vaccin avant l'âge de 1 an, et c'était une pratique qu'on avait souvent il y a quelques années, notamment quand les enfants étaient gardés en collectivité, on leur proposait de faire le vaccin RER avant l'âge de 1 an. Et ces enfants-là doivent avoir, eux, reçu 3 doses de vaccin. Parce qu'en fait, la vaccination qui a été faite avant l'âge de 1 an ne compte pas. Et donc, ils doivent avoir reçu 2 doses aussi de vaccin ROR après l'âge de 1 an. Donc, ça leur fait 3 doses au total. Et je vous invite vraiment à vérifier ces vaccinations-là chez les adolescents parce qu'on en récupère pas mal qui ont eu leur première dose avant l'âge de 1 an. Donc, pour cet ado de 15 ans, en plus de vérifier qu'il a bien eu ses 2 doses de ROR, je vérifie à quel âge il les a eues, c'est ça? Oui, il faut vérifier à quel âge il a eu la première dose. C'est vrai que souvent, nous on regarde simplement s'il a eu 2 doses de vaccin. C'est ce que pas mal de professionnels nous rapportent. Mais en fait, il faut vraiment vérifier juste, ça va très vite, hein, que la première dose a été faite après 1 an. Voilà. Et si bah, il n'est pas à jour de ses vaccins, on va le rattraper. Alors, en conclusion, si on récapitule tout ce qu'on vous a dit, on a quand même quelques bonnes nouvelles, hein. Une augmentation de la confiance dans la vaccination, hein, qu'on a abordée en introduction, ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, ça n'a pas toujours été le cas. Des couvertures vaccinales euh, euh, depuis l'obligation vaccinale, donc ça nous aide aussi. Mais des couvertures vaccinales qui restent inférieures aux objectifs, on l'a abordé tout à l'heure, hein, sur l'HPV, sur le ROR, la grippe. Donc on a une belle marge de progression encore. Mais quand même des nouveautés, hein, qui ont été abordées par nos intervenantes, le méningocoque, le zona, le pneumocoque, le VRS, avec l'extension des compétences vaccinales, bah, concrètement, une multiplication des occasions de vacciner nos assurés sartois. Est-ce que, mesdames, si on avait un mot de la fin chacune, qu'est-ce que vous diriez à vos confrères et consoeurs présents? Alors, moi, je pense que cette année est une année particulière. Vous savez que nous allons bientôt accueillir les JO en France. Et c'est une année, je pense, où il faut être particulièrement vigilant sur la vaccination parce que c'est un événement qui va brasser beaucoup de populations et qu'on risque d'avoir des maladies qui vont circuler. Et donc, c'est hyper important cette année d'être bien à jour de ces vaccins. Puis moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle hein, depuis août 2023, qu'il y ait eu un élargissement des professionnels qui peuvent s'engager dans la prévention et dans la vaccination et dans la prescription. Donc vraiment, ce serait vraiment bien que tous les professionnels s'en emparent. Et le petit message de l'assurance maladie, ben, on compte sur vous tous, hein, professionnels de santé, pour accompagner ben, vos patients hein, dans cette démarche de vaccination, de les convaincre si c'est compliqué, de leur expliquer les bienfaits, évidemment d'alimenter le DMP au passage. Voilà. Alors, pour ce faire, on vous a mis aussi un certain nombre de ressources. Voilà. Si jamais vous souhaitez avoir d'infos supplémentaires, donc il y a toujours le site Vaccination Info Service, hein, qui est quand même la base, avec un espace professionnel, des repères de pratique, un calendrier vaccinal, des documents, des vidéos, des outils accessibles. Il est plutôt bien fait, très intéressant. Évidemment, le site de Santé publique France, le site du ministère de la Santé et de la Prévention, le site de l'assurance maladie, amélie.fr, mon espace santé qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, le carnet de vaccination électronique qu'a évoqué tout à l'heure Sophie avec mesvaccins.net qui est très bien fait également. Et puis, si jamais vous aviez des questions sur le sujet, eh bien, c'est quand même le CPVD en Sarthe, le centre de ressources. Merci Sophie. Et vous avez du coup l'adresse mail si vous souhaitez les contacter. Alors, ce webinaire est désormais terminé. On vous remercie pour votre attention. Peut-être avez-vous des questions. Il semblerait qu'il y en ait, donc on vous propose de poser vos questions maintenant. Et si jamais certains d'entre vous souhaitaient nous quitter, pas de souci, mais on compte sur vous pour répondre au questionnaire d'évaluation. C'est important pour nous. Ce n'est qu'une deuxième, ce webinaire. Donc, on peut toujours s'améliorer. On s'excuse pour les petits problèmes de son qu'on a eus au début et des petits soucis techniques, mais on compte sur vous pour répondre nous donner votre avis, en tout cas, pour évaluer ce webinaire. Alors, si vous voulez, on y va pour les questions. Ah, Alors, une question de Karine qui nous dit, bonjour, jusqu'à quel âge la vaccination HPV? Il me semble qu'on l'a dit tout à l'heure. Un Mais je pense que c'est surtout sur la notion quand il y a déjà eu un premier rapport rapport sexuel. sexuel. Voilà. Concrètement, est-ce que c'est important de le faire si un jeune a déjà eu un rapport sexuel ou pas? Est-ce que c'est trop tard et à quel âge?
Alors, du coup, on a quand même des données qui nous montrent que la vaccination HPV, elle est totalement efficace, même si on a déjà eu des rapports sexuels, parce qu'elle protège contre 9 HPV et on ne s'infecte pas avec les 9 HPV oncogènes dès les premiers rapports sexuels. Donc, c'est sûr que la vaccination, sa meilleure efficacité, c'est avant le début de la vie sexuelle. C'est pour ça qu'on l'a placée à 11 ans, dès 11 ans. Mais après avoir eu des premiers rapports sexuels, cette vaccination, elle est toujours efficace. Elle sera un petit peu moins efficace, mais elle a quand même un bénéfice. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette position, notamment de l'Académie de médecine, qui propose d'étendre cette vaccination jusqu'à 26 ans dans les deux sexes, femmes, filles et garçons. Voilà, et vous savez que ce vaccin, il a l'AMM jusqu'à 45 ans. Donc, si des personnes, même au-delà de 26 ans, veulent se faire vacciner, elles peuvent se faire vacciner. C'est l'AMM du vaccin. Elles seront juste pas remboursées, c'est tout. Mais ce vaccin, il est efficace, même si on a déjà eu des premiers rapports sexuels. Et c'est vraiment pas quelque chose qui doit limiter la prescription de ce vaccin-là. Donc, du coup, conclusion, Sophie, tu nous le conseilles. Il faut le Oui. faire. Une question de Christelle qui nous dit le vaccin contre la fièvre jaune se fait uniquement au centre de vaccination. Qu'en est-il, mesdames? Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Alors moi, je vais répondre parce que je suis responsable du centre de vaccination international. Donc oui, il se fait que en centre de vaccination international parce que c'est un vaccin qui est inscrit au règlement sanitaire international et il est obligé d'être fait dans ces centres de vaccination international avec la délivrance d'un carnet jaune et qui doit être tamponné donc du coup par un CVI pour rendre cette vaccination valable en fait. Une question d'Eric qui nous dit, alors là, on est vraiment sur une question technique. Certains purgent les seringues avant l'injection, d'autres non. En pratique, on fait quoi alors? Stéphanie, est-ce que tu veux nous dire? Sophie? Je vais répondre du coup, non, il faut pas purger les seringues avant l'injection, ça sert à rien et en fait sur les vaccins qui sont prémontés, il faut pas les purger, il faut les injecter directement. Une question Cindy qui nous dit, est-ce que la CEPAM fournit une liste des organismes qui proposent une formation à la prescription vaccinale? Alors, on peut la fournir. Alors, c'est Alors, pas l'assurance maladie qui va fournir cette liste, mais c'est plutôt les organismes de formation. Stéphanie, tu Alors, veux il répondre faut, sur cette question des pour être sûr formations? d'avoir une formation validante et dont le contenu pédagogique a surtout été validé, donc il vaut mieux aller sur l'OGDPC. Tous les organismes y sont référencés, les contenus pédagogiques y ont été validés, c'est-à-dire qu'ils sont conformes au cahier des charges ministériel et que vous aurez une attestation qui vous sera remise. On a trouvé des sollicitations de formation il y a quelque temps où c'était aucune attestation ne vous sera remise, c'est-à-dire que le contenu n'est pas validé et que ça ne permettrait pas de pouvoir ensuite prescrire les vaccins. Donc, il faut être vigilant. Du coup, on nous pose la question de est-ce que c'est forcément du présentiel ou est-ce que ça peut être en e-learning, cette Non, formation? il y a pas mal de formations qui ont été proposées en e-learning. Après, tous les formats sont possibles, soit du e-learning, soit du présentiel. Il y a des organismes qui proposent les deux. Je ne pense pas avoir vu de format hybride, mais en tout cas, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui proposent cette formation qui est quand même longue puisque c'est 11 heures minimum de formation pour les infirmiers sur le volet prescription. Donc, l'important, c'est l'organisme certifié Et avec avec, l'attestation finale. avec l'OGDPC, aucun risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Est-ce qu'on a été clair? Je vais peut-être répondre à la question. Je vois une question qui s'affiche, c'est est-ce qu'il faut faire un rappel DTP tous les 10 ans chez les sujets qui sont sous méthotrexate? Donc oui, en France, on considère que les patients sous méthotrexate, quelle que soit la dose, sont considérés comme immunodéprimés. Et les recommandations de vaccination pour les immunodéprimés, c'est de faire un rappel DTP tous les 10 ans et non pas à âge fixe comme c'est préconisé pour la population générale. Est-ce qu'il reste des questions en suspens? Ça n'a pas l'air d'être le cas. On vous propose de vous envoyer à tous les participants ce contenu du webinaire pour que vous puissiez y revenir si vous le souhaitez. On vous remercie toutes les trois de votre participation. Nous espérons avoir répondu à vos attentes, à vos questions.
On vous souhaite une bonne soirée, mesdames. Et puis, on compte sur vous hein, pour vacciner la population au maximum pour essayer de tendre vers nos objectifs. Merci à vous et très belle soirée. Au revoir.